Tout d'abord, je tiens à remercier l'Université de Constantine de son accueil. Imen et Nadia, merci beaucoup pour votre accueil. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis toujours aussi bien accueilli. Alors, je vais rapidement me présenter et vous donner l'objet de ma présentation aujourd'hui et de ma venue à Constantine pendant cette période. Donc moi je suis Youssouf Koko. La première activité c'était de faire l'état de l'art, de la situation, de la valorisation dans les universités du Sud partenaires. Donc ça je l'ai fait au début via un questionnaire auquel j'ai répondu. La deuxième étape c'était de monter le planning des formations et le contenu des formations. Donc c'est ce qu'on a fait avec les différents partenaires. Et la troisième étape, c'était, avec la collaboration du CEREC, de réaliser des enquêtes sur la professionnalisation des docteurs et doctorants dans les universités du Sud. Alors le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications en France, qui a la double tutelle du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation, et qui fait des études statistiques et des études qualitatives sur le devenir des personnes qui ont suivi une formation. Ça peut être une formation initiale, comme les sortants du bac, les sortants de l'université, ou des formations professionnelles. Ils font notamment une grande enquête sur les sortants de l'école, qui s'appelle les enquêtes génération, et donc ils interrogent tous les sortants de l'école, quel que soit le niveau, pour voir ce qu'ils deviennent. Donc c'est un centre qui fait référence en France dans le domaine de la relation entre formation, quel que soit le type de formation, et emploi. Donc on les a associés à ce projet pour faire justement des enquêtes sur la professionnalisation. Donc moi j'ai participé avec eux aux enquêtes, à l'élaboration des enquêtes, des questionnaires, parce que mes activités de chercheur en économie sont entre autres sur le marché du travail et notamment l'insertion des jeunes diplômés dans les pays du Maghreb. Donc je travaille pas mal sur ces questions. J'ai beaucoup travaillé au Maroc et en Tunisie, et puis là c'était l'occasion de travailler sur l'Algérie. Donc ce que je vais vous présenter en réalité c'est leur travail. Comme je venais en Algérie, c'était l'occasion de vous restituer le contenu de leur travail. Et donc c'est leur travail. Moi je suis juste la porte-voix de leur travail. Je vais essayer de faire au mieux, de les représenter au mieux. C'est pour ça que j'ai mis l'enquête réalisée par le CEREC, l'équipe du CEREC, et présentée par moi-même. J'ai une deuxième mission qui explique ma venue ici à Constantine, c'est que demain, j'ai rendez-vous au ministère de la coopération internationale, j'espère avec des représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour discuter de l'implication effective du ministère dans le projet satellite et dans le développement des activités de valorisation dans les universités algériennes, notamment les deux universités partenaires de satellite. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que le ministère algérien se soit beaucoup impliqué dans le projet satellite. Ça pose un problème pour vous, mais ça pose un problème pour nous, parce que la Commission européenne qui évalue le projet satellite nous a fortement tapé sur les doigts en disant que les ministères ne sont pas impliqués, enfin, notamment le ministère algérien n'est pas du tout impliqué. Comment ça se fait? Alors, comment ça se fait? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ben, ça se fait qu'on a beau les relancer, ils ne répondent pas ou ils répondent je ne suis pas là. Donc d'où ma volonté de les rencontrer physiquement demain à Alger, donc de faire l'aller-retour demain à Alger, en espérant que j'aurai des interlocuteurs qui seront là, qui me donneront des paroles, ça j'en suis sûr, qui iront peut-être un peu plus loin que les paroles, on verra. Donc voilà l'explication de ma présence. En fait, Amu, qui est le coordinateur général de satellite, m'a chargé des liaisons avec les trois ministères. Donc, mon rôle maintenant, c'est d'aller voir tous les trois ministères, de discuter avec eux sur l'implication qu'ils peuvent avoir dans le projet et comment, au niveau ministériel, faire intégrer ce qu'on fait dans satellite dans leur stratégie générale. Parce que tous les trois ministères ont cette même stratégie de développer la valorisation et le transfert de technologies. Ils ont des modèles peut-être différents, mais ils sont tous les trois dans cette logique-là.
Et ce serait un peu bête de ne pas utiliser ce qu'on fait dans le satellite, pas à 100%, mais au moins prendre quelques éléments. Donc voilà mon introduction. Du coup, je vais rentrer directement maintenant dans l'objet de ma présentation. L'enquête sur la professionnalisation. Donc en fait, l'enquête, elle a 3 phases distinctes qui se sont déroulées voilà, selon une méthode assez chronologique. La première phase, ça a été la préparation des activités. Donc les collègues du CEREC ont envoyé des questionnaires auprès des représentants satellites des universités du Sud pour voir un petit peu ce qu'il existait dans les universités en termes de suivi de la professionnalisation. Que ce soit la professionnalisation des doctorants, mais aussi de n'importe quel diplômé. Pourquoi? Parce que si vous savez faire dans vos universités des suivis de la professionnalisation, de l'insertion des masters ou des licences, ben, ça veut dire que vous avez des compétences internes pour faire des enquêtes. Et donc on peut s'appuyer sur ces compétences-là. Si vous n'avez pas cette habitude, ben, ça voudra dire que peut-être qu'il faudra trouver des personnes ressources pour nous aider à faire ces enquêtes. Voilà, c'était un petit peu l'objet de cette première phase, voir un peu ce qu'il existe en termes d'enquête. Deuxièmement, voir un petit peu aussi connaître l'environnement particulier du doctorat dans les 3 pays. Hein, évidemment, moi je connais un petit peu parce que je travaille sur ce sujet-là, mais les collègues ne connaissaient pas très bien comment fonctionnait le système du doctorat au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Donc pour construire un questionnaire, il faut quand même connaître l'objet sur lequel on travaille. Deuxième étape qui a été réalisée par mes collègues du CEREC, ce sont des entretiens qualitatifs auprès des équipes qui travaillent sur les doctorants. Donc ça peut être les directeurs d'école doctorale, ça a été aussi des doctorants, enfin, tout un tas d'individus qu'ils ont rencontrés. Et peut-être que vous-même, vous les avez rencontrés quand ils sont venus dans vos universités. Donc il y avait Julien et Matteo qui sont venus en Algérie, les deux. Donc voilà, peut-être vous les avez rencontrés sur des entretiens qualitatifs. Alors, les entretiens qualitatifs, donc ici j'ai le rapport qui est la conclusion de ces entretiens qualitatifs. J'en ai rapporté quelques exemplaires que je pourrais vous donner. J'en ai pas pris beaucoup parce que ma valise était lourde, mais ce sera disponible évidemment en ligne et j'espère en donner demain aussi au ministère. Donc il y a tous les six universités du Sud y sont, et les Algériens sont à la fin, à partir de la page 29, les deux Algériennes, vous avez les conclusions que je vais vous présenter brièvement, mais vous avez le rapport complet qui sera disponible. J'en donnerai 2 exemplaires à Béjaïa et puis 2 exemplaires à Constantine pour les apporter dans vos universités. Alors il faut savoir que ce que nous avions promis avec le CEREC dans le projet satellite, c'était les enquêtes qualitatives et un bonus sur des enquêtes quantitatives, parce que pour faire des enquêtes quantitatives, il faut les bases de données. Je reviendrai tout à l'heure, et ce qui n'était pas forcément gagné. Et troisième phase, c'est l'enquête en ligne quantitative auprès des doctorants ou docteurs sur leur professionnalisation. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est rapidement les résultats de l'enquête qualitative et les premiers résultats de l'enquête quantitative. Alors, rapidement, sur l'enquête préliminaire, le taux de réponse a été de 100%. Les collègues du Sud qui ont participé à cette enquête ont été très dynamiques et très réactifs, donc l'enquête préliminaire s'est très bien passée, je ne vais pas insister là-dessus. Voilà les enquêtes qualitatives. L'idée, c'était d'identifier le fonctionnement de la professionnalisation dans les écoles doctorales, en interrogeant à la fois les responsables, mais aussi les docteurs. Donc voilà le planning des visites. En avril, en Tunisie. Alors en Tunisie, il y a eu un petit problème. La visite a pu se faire à Sousse, mais à Sfax, ça a été annulé parce que justement, il y avait des grèves des docteurs en lien avec leur problématique d'insertion. Parce qu'il y a eu une réforme et du coup, leur insertion n'était plus aussi facile qu'avant, notamment à l'université, et il y avait des grosses grèves. Donc évidemment, c'est dans notre sujet, mais ça empêchait de faire des entretiens. C'est politiquement difficile, et puis les étudiants étaient en grève. Donc au Maroc, c'était en mai 2017, et puis en Algérie en septembre 2017.
Donc là, vous avez le tableau synthétique des entretiens qui ont été faits. Voilà, l'université de Sfax, c'est vide puisque justement il y avait des grèves. Donc pour ce qui concerne Béjaïa et Constantine, bon, vous avez la liste des personnes qui ont été interrogées dans des entretiens semi-directifs, qualitatifs, etc. D'accord. Ces entretiens ont été enregistrés et ensuite synthétisés dans le rapport. Et, au passage, les collègues du CEREC ont été très très agréablement, pas surpris, mais m'ont dit de vous remercier de l'accueil et de la qualité des échanges. En Algérie, c'est vraiment très très bien passé et vous avez été, comment dire, très impliqués dans ce travail-là. En Tunisie, les cités, ça a été un peu moins. En Algérie, vous avez bien fait, enfin voilà, ça a été pris au sérieux et donc ils ont vraiment bien apprécié. Alors, les conclusions générales, c'est à peu près le même constat. La première difficulté, c'est que pour faire du transfert de technologie, mais aussi pour que les docteurs s'insèrent dans le privé, il faut des entreprises pour les embaucher. Tout le monde nous dit oui, le ministre, parce que par ailleurs je travaille pour le ministère du Travail algérien sur la diversification et le marché du travail algérien. Pour la Banque africaine du développement, on fait un rapport. Ah oui, il faut diversifier, il faut que les diplômés de l'université s'insèrent. Mais est-ce que vous avez des entreprises? Ah ben non. Donc le problème, c'est pas forcément l'université qui va mal. L'université va mal aussi. Mais il faut des entreprises. Notamment pour les docteurs, il faut des entreprises qui soient capables d'embaucher des docteurs à un juste niveau, à la fois en termes de travail à faire, mais aussi en termes de salaire à donner. Un docteur n'aura aucun intérêt à aller travailler dans le privé pour un chef qui peut être pénible, si non seulement il fait plus ce qu'il aime, c'est-à-dire de la recherche, et si en plus il est mal payé. Et le problème dans les 3 pays du Maghreb, c'est que le tissu économique n'est pas assez riche en entreprises qui sont capables d'embaucher des docteurs à un niveau correct pour un docteur. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème parce qu'on a beau dire, on a beau essayer de dire aux docteurs, allez sur les entreprises privées, mais s'il n'y a que 2-3 entreprises privées qui peuvent embaucher, notamment des entreprises étatiques en Algérie, ça n'insiste, c'est pas encourageant, c'est pas motivant de le faire. Donc ça, c'est le premier problème. Et il y a très peu de départements de R&D dans les entreprises, ce qui veut dire que les chercheurs, ils ne vont pas trouver forcément leur bonheur dans ces entreprises-là. Parce que un chercheur, ce qu'il aime, c'est continuer quand même malgré tout à faire de la recherche, même s'il peut faire autre chose. Surtout quand il est jeune, il a encore cette motivation. Après, quand on dépasse 50 ans, peut-être qu'on a envie de faire autre chose, mais on sort de doctorat, on est dans cette dynamique de recherche, on a envie de continuer. Deuxième problème qui a été soulevé en Algérie. Alors ça, c'est le résultat de ce qui a été dit dans les entretiens qualitatifs. Deuxième problème qui a été souligné, en Algérie notamment, ce sont les entreprises étatiques qui sont ultra frileuses sur l'accès aux données et la diffusion. Ce qu'on avait évoqué Stéphane tout à l'heure, s'il y a une contradiction avec le métier même de chercheur. Le métier même de chercheur, c'est quand même de divulguer à la communauté scientifique ses travaux, de partager la connaissance pour améliorer l'état de l'art sur un sujet donné. Donc il y a une frilosité parce que ce sont des entreprises étatiques qui sont historiquement assez peu, ouvertes sur l'extérieur. Ça, c'est la particularité de l'Algérie. Ça ne veut pas dire que les autres, elles sont super ouvertes, mais il y a cette difficulté supplémentaire en Algérie qu'on rencontre un peu moins dans les autres entreprises. Parce que quand vous avez des entreprises privées, même si elles sont des multinationales, qu'elles cultivent le secret, elles ont quand même conscience de l'intérêt qu'il y a à échanger avec un chercheur, et elles ont peut-être des structures internes via des contrats de confidentialité, via des éléments juridiques pour cadrer cela. L'entreprise étatique, ils ne cherchent pas à comprendre. Il y a toujours cette peur qu'il y ait une information qui sorte et que ça nuise, ça ne soit pas bien vu par le politique, par ceci, par cela. Parfois injustifié, mais il y a toujours cette crainte. Il y avait dans le rapport, vous verrez,
il y a un exemple qui est sidérant, c'est qu'il y a un pont qui s'écroule en Algérie. Les chercheurs disent on peut analyser les matériaux pour comprendre d'où ça vient. Ah non, non, non. Interdit d'aller regarder. On le fait gratuitement. Non, non, non. Vous n'allez pas voir ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas travailler sur des matériaux, enfin, du matériel scientifique. Hein. Si on ne vous donne pas l'accès, ben, le chercheur est coincé. Et donc, les partenariats que peut avoir un doctorant ou un docteur avec les entreprises sont assez limités, de ce point de vue-là. Et ça, évidemment, à part changer le cadre juridique et les mentalités, ça va être difficile. Deuxième problème qui a été soulevé, c'est la forte concurrence des ingénieurs. Ça, c'est dans les 3 pays. C'est-à-dire que les entreprises ont préféré recruter des ingénieurs opérationnels à un salaire souvent un peu plus faible que des doctorants. Donc, lorsqu'on leur dit docteur, tout de suite, ça fait penser au savant fou qui est rebelle, qui veut en faire qu'à sa tête, qui est libre, qui n'est pas formaté forcément. Alors qu'un ingénieur, bon, il est opérationnel, il travaille, il suit des process, etc. Il est un peu plus facile à cadrer. Donc les doctorants qui ont parlé de ça, voilà, ils sentent cette concurrence assez forte avec les ingénieurs. Donc c'est difficile pour eux d'aller trouver leur place. Et donc souvent, les quelques exemples qu'on a nous disent que pour trouver un emploi dans le secteur privé, ils ne disent pas qu'ils sont docteurs. Ils vont mettre en avant leur niveau master et pas leur doctorat. Pour ne pas avoir cette image un peu négative et surtout d'être surdiplômés sur leur CV. L'entrepreneuriat, c'est très peu considéré comme une option. On le verra dans les enquêtes quantitatives, c'est totalement négligeable. Ensuite, en Algérie et au Maroc, les docteurs, voilà, n'ont pas encore cette vocation à aller dans le privé. On le verra dans les chiffres quantitatifs. En gros, en Algérie, il y a une telle sélection à l'entrée du doctorat que de toute façon, vous êtes quasi automatiquement en poste si vous validez votre doctorat. Donc le plus dur, c'est de passer le cut après le master. Une fois que vous passez le cut après le master, vous avez la voie tracée, et souvent ce terme, ce concept de voie tracée, voie royale, est utilisé par les doctorants. Ça revient souvent dans leur bouche en disant le cut, on le passe, c'est très sélectif, mais une fois qu'on l'a passé, pourquoi j'irai regarder dans le privé, puisque j'ai ma carrière assurée dans le public. Effectivement, c'est quelque chose qui ressort. Donc c'est pour ça qu'en Algérie, on a mis la question de l'insertion dans le privé, c'est très peu pertinent, parce que pour eux, c'est rapidement la recherche publique. Cependant, tout le monde est conscient, parmi les personnes qui ont été interrogées, que cette situation ne va pas durer. Les restrictions budgétaires, ils vont faire que, à un moment donné, il va y avoir ça va coincer. On ne pourra pas embaucher, ou alors à diminuer drastiquement le nombre de docteurs. Et ça, d'un point de vue personnel, je trouve que ce serait catastrophique. Alors pourquoi ce serait catastrophique? Parce que vous avez un potentiel humain très fort. Imaginons que vous avez 1000 candidats de master très forts. Vous en sélectionnez plus que 100. Ça veut dire que vous privez l'Algérie de 900 très bons futurs chercheurs qui auraient pu apporter quelque chose. Et ça, il faut le penser en termes de perte de potentiel de capital humain. Ça, c'est mon rayon. C'est-à-dire, évidemment, vous évacuez le problème du chômage de ces personnes-là. D'accord, on est d'accord. Puisque vous en prenez 100, vous avez 100 places, vous n'aurez pas de docteur chômeur. Mais est-ce que pour la dynamique d'innovation et pour la dynamique de l'économie algérienne, c'est une bonne solution? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Peut-être que trouver des voies de sortie autres que l'université peut permettre à ces jeunes chercheurs d'exploiter leur potentiel et aussi de rentabiliser tout l'investissement d'éducation que vous avez fait dans ces personnes-là et d'avoir un retour pour l'économie algérienne. Et si le ministère prend cette stratégie comptable, purement comptable, de dire j'ai 100 postes l'année prochaine, donc j'ouvre 100 places de doctorants, pour moi c'est un gâchis de capital humain. C'est une approche purement comptable, et souvent quand on fait de l'approche purement comptable dans une entreprise ou même dans n'importe quelle activité, c'est pas un échec, mais c'est qu'on ne se développe pas.
Et nous, quand on n'avance pas, les autres avancent. Et l'écart entre nous et les autres grandit. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Il n'y a pas de docteur chômeur, donc ce n'est pas un échec, si on prend cet indicateur-là. Mais pendant que les autres avancent, ben nous, on reste sur place. Et c'est ce que je vais essayer de défendre demain auprès du ministère. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, mais les gens qui ont été interrogés sont conscients de ce problème. C'est-à-dire que pour l'instant, ça marche, mais dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, ça ne marchera plus, c'est sûr. Et certains, on l'a vu avec le Maroc, on le voit, on le vit actuellement avec la Tunisie. C'est clair. Ça va, à un moment donné, la démographie et la contrainte budgétaire va faire que ça ne va pas marcher. C'est mathématique pour le coup. Alors, les conditions de réalisation de la thèse. Au Maroc et en Tunisie, de plus en plus, l'inscription en thèse, alors il n'y a pas la sélection comme en Algérie, c'est pour ça que c'est un peu particulier. C'est une réponse au problème d'insertion sur le marché du travail au niveau master. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas, et donc on va continuer en thèse en espérant que ça débouche dans 3-4 ans sur quelque chose de positif. Ce n'est pas non plus la bonne stratégie parce qu'il y a une vraie baisse de qualité en termes de suivi des docteurs et en termes de production des docteurs. Donc il a aussi ouvrir les vannes complètement, ce n'est pas non plus la bonne stratégie. C'est ce qu'on a fait en France pendant longtemps, et maintenant on y revient. En France, depuis 3-4 ans, toutes les écoles doctorales ont une énorme pression pour faire plus de sélection à l'entrée des doctorats. À la fin des années 90 jusqu'à 2010-2012, on inscrivait à peu près tout le monde en doctorat en France. Et c'était une catastrophe parce que les encadrants pouvaient suivre 15 à 20 docteurs en même temps, c'était ingérable. Les thèses, elles s'allongeaient, la durée des thèses s'allongeait. Et le ministère a dit maintenant vous arrêtez vos conneries, pour parler de manière crue, mais vraiment il a dit vous arrêtez, c'est plus possible, on n'a plus assez d'argent, vous sélectionnez. Donc voilà, il faut trouver un système où il y a une certaine sélection pour prendre les meilleurs, mais pas trop sélectif comme celui de l'Algérie où vous gâchez entre guillemets du potentiel. Les formes privées de financement de thèse sont très peu diffusées. Donc il y a quelques expérimentations en Tunisie et au Maroc aussi, ils n'ont pas cité, mais au Maroc aussi, il y a une expérimentation notamment avec le ministère des Affaires étrangères français sur des bourses cofinancées avec les entreprises. Donc en Algérie, je sais qu'il y a une réflexion aussi à ce niveau-là, mais pour l'instant, ce n'est pas encore totalement établi, où les décrets doivent être publiés. En tout cas, ce n'est pas opérationnel. En tout cas, il y a cette réflexion-là. Bon, un dernier problème qui est la sous-dotation en équipement de recherche. Mais ça vient aussi de sous-dotation financière. Du coup, les liens université-entreprise qui vont rejoindre un peu la thématique développée par Stéphane et Anastasia sont très peu développés. En tout cas, peu institutionnalisés. Dans les rapports, ce qui ressort, c'est que les laboratoires travaillent gratuitement pour les entreprises, quand elles peuvent. Souvent, ça revient pour dire, nous, on est juste content d'avoir accès au matériel. Enfin, quand je dis au matériel, c'est le matériel scientifique d'études. S'ils nous autorisent à pouvoir le faire, on est très content et on leur rend service gratuitement. On analyse de l'eau, on analyse des échantillons, on fait ceci, cela, et nos chercheurs sont contents. Mais on sent qu'on peut aller un peu plus loin, on peut formaliser ça et contractualiser ça, mais il n'y a pas de structure en Algérie pour matérialiser ces échanges de services. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc la méfiance des entreprises vis-à-vis des docteurs et doctorants est souvent pointée du doigt aussi dans les entretiens. Mais là aussi, c'est parce que les uns et les autres ne se connaissent pas très bien. Donc là, il y a une part de sensibilisation à faire. Et la plupart du temps, c'est l'université qui va à la rencontre des entreprises. Depuis quelques années, avec le développement de la cité d'innovation, des bureaux ici,
ou des buts, des bleus ici, des buts en Tunisie, c'est l'université qui fait la démarche. C'est l'université qui va voir les entreprises, qui essaye de prendre contact avec les entreprises. C'est rarement l'inverse. Donc là aussi, bon, c'est un petit peu difficile pour l'université qui n'est pas en tout cas habituée ou formée à ce genre d'exercice de le faire. Dernier point, l'intervention des socio-professionnels, hein, c'est-à-dire des représentants des entreprises dans les formations, il manque des S, pardon, est encore faible, même si on a des événements université-entreprise, mais il n'y a pas d'intervenants du monde de l'entreprise dans les formations en master. En vrai, il y en a un petit peu, mais en master ou en doctorat. Dans les formations doctorales, on n'a pas de personne de l'entreprise qui vient expliquer ce qu'ils font. Peut-être parce qu'il n'y en a pas, justement, comme ça revient à ce que j'ai dit au départ. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort des enquêtes qualitatives. Voilà donc un petit peu ce que vous lirez dans le rapport sur les enquêtes qualitatives qui ont été réalisées par Matteo et Julien. Je vais maintenant passer à la deuxième phase de ma présentation qui concerne le suivi de l'insertion des docteurs. Donc, la première des choses à savoir, c'est qu'il n'y a pas de processus d'enquête de suivi dans les universités. Alors, en France non plus. Moi, je m'en suis renseigné chez moi, il n'y a pas. En France, ce qu'on a, et qui a été imposé par le ministère il y a maintenant une dizaine d'années, c'est ce qu'ils appellent les enquêtes master. Donc, tous les 3 ans, il y a une enquête commune au niveau national auprès des masters. Toutes les universités doivent passer un questionnaire alors ce questionnaire, il y a une base commune à tout le monde, et puis chaque université ensuite peut ajouter un module. Donc ça a été fait sous l'impulsion du ministère. Maintenant, chez nous, on le fait. Mais au niveau doctorat, on n'a rien. Et ça va arriver de toute façon parce que les universités elles sont évaluées et de plus en plus on nous met des indicateurs d'insertion professionnelle et de liaison. Ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Maintenant, ça devient un gros pavé dans les indicateurs d'évaluation des universités lorsqu'on renégocie tous les 4 ans le contrat d'objectif avec le ministère. Je ne sais pas en Algérie comment ça marche, mais en France, c'est tous les 4 ans, nous sommes évalués et nous négocions avec la tutelle un contrat de 4 ans. En phase d'objectif, ils nous donnent des moyens, et avec des indicateurs. Et je vous jure que les pages consacrées aux indicateurs insertion, professionnalisation, entreprise, elles ont triplé de volume par rapport aux années 2010. Donc ils sont maintenant à fond là-dessus, on est obligé du coup d'y aller. Alors, sur l'enquête quantitative, l'objectif, c'est une enquête exploratoire. C'était vraiment un bonus par rapport au projet initial satellite. Pourquoi? Parce que le CEREC a une compétence et une expertise dans ce domaine. Donc ils se sont dit, si on peut, on va mettre à disposition notre compétence et notre expertise pour montrer ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et de manière assez simple et peu coûteuse pour l'université. C'est ça le gros avantage. C'est une enquête web, donc qui ne coûte pratiquement rien. C'est juste envoyer des mails, donc ça ne coûte rien. Et juste avoir une plateforme numérique, mais ça, vous savez tous mieux faire que moi, qui va gérer les réponses. C'est tout, ça ne coûte rien. C'est un petit peu de temps en investissement sur la mise en œuvre du questionnaire, une petite cellule qui va être chargée d'analyser les résultats, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est vraiment très souple et très léger en termes de financier. Donc voilà, c'était vraiment de montrer qu'on peut faire des choses faciles et pas chères. Donc enquête Kawi par Internet. Le premier travail que nous avons fait avec le CEREC, et moi j'ai pas mal participé à ce travail, c'est construire les indicateurs de suivi et rédiger le questionnaire. Donc on l'a fait ensemble avec les collègues du CEREC, et ensuite on l'a proposé aux représentants des universités du Sud partenaires pour voir si ça correspondait, parce qu'en fait, nous sommes habitués aux enquêtes d'insertion en France, mais on n'a pas connaissance des spécificités précises de ce qui se fait au Maroc, en Tunisie et en Algérie.
notamment sur les différentes catégories de diplômes avant l'entrée au doctorat. Enfin, il y a plein de subtilités qui nous échappaient. Donc on a ajusté le questionnaire en fonction de ces subtilités. Et encore, on verra que voilà, parfois il est maladroit le questionnaire. Ensuite, le CEREC avec les universités se sont mis d'accord sur la répartition des tâches, mais les universités devaient simplement, vous me corrigerez si je dis une bêtise, fournir au CEREC un fichier Excel avec des contacts mail de docteurs qui sont sortis de l'université. C'est tout. Nous, on n'avait besoin que de contacts mail et éventuellement d'un numéro de téléphone pour relancer les docteurs s'ils ne répondaient pas au questionnaire mail. On n'avait pas besoin d'autre chose. Donc il fallait juste des contacts. Et même ça, vous verrez, c'est compliqué. Et ensuite, toute l'analyse et tout le suivi a été géré automatiquement par la plateforme numérique développée par le CEREC. Il n'y avait rien de particulier à faire, donc ça se fait automatiquement. Il y a évidemment un petit suivi à faire. Voilà un petit peu le processus. On n'y voit pas très bien, malheureusement. Le processus méthodologique. Donc au-dessus, vous avez en bleu le fichier de production. La partie gauche, l'individu a un mail valide. Donc c'est bien, on lui envoie le questionnaire par mail. Il répond complètement, c'est bon. Ça s'arrête, on a sa réponse. Non-réponse ou non-réponse partielle, il y a une relance qui est automatique, qui est faite. Deuxième volet à droite, c'est le cas le plus difficile, on n'a pas de mail valide. Donc là, du coup, il y a une procédure de relance qui va être faite soit par le mail, soit par téléphone, si on a un numéro de téléphone, et en fonction des retours, soit on arrête là parce qu'on a épuisé toutes les relances possibles, soit on va continuer encore à faire des relances mail ou des relances questionnaires. Voilà. Mais tout ça, c'est automatisé en fait. La plateforme, elle gère tout ça. Simplement, il doit y avoir une décision humaine qui dit on relance les SMS. Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on a essayé aussi la procédure de relance SMS. La difficulté qu'a eu le CEREC, c'est que les SMS partaient de France pour aller en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et ça coûte cher. Donc on n'a pas pu en faire autant qu'on voudrait, on aurait voulu, parce que voilà, il y avait un coût. Alors que si vous le faites, j'imagine, en interne, si vous faites des SMS de l'Algérie vers l'Algérie, je ne sais pas combien ça coûte, mais en France, en tout cas, les SMS sont gratuits. Donc on peut en envoyer, on est limité à 300, mais on peut en envoyer par jour, voilà. Mais 300 à la fois, je veux dire, hein, pour ne pas faire du prospect commercial des opérateurs limites, mais sinon c'est gratuit. Donc voilà, même si vous le faites en interne, je ne sais pas si en Algérie ça coûte ou pas de faire des SMS, ça coûtera en tout cas moins cher que si on envoie voilà. Mais on a arrêté parce que ça coûtait cher, mais aussi parce que en fait on s'est rendu compte que la réactivité des jeunes vis-à-vis du SMS est très faible. Le mail est plus efficace. Là vous avez un exemple de suivi. Donc sur 352 mails envoyés, au final, vous allez avoir 24 clics. Donc et surtout, si vous envoyez des SMS, le problème du SMS, c'est qu'il faut que la personne clique sur le truc, qu'elle soit transférée sur le site web, qu'elle rentre un identifiant et ça bloque. Dès qu'il y a un effort à faire, ça bloque. De toute façon, c'est clair et net. Un des constats qu'on a sur cette enquête, c'est qu'il faut que ça soit le plus rapide possible et le plus fluide possible. Donc SMS, vous mettez le lien direct vers le questionnaire et le questionnaire commence direct. Pas de mots, pas de passe, rien, il faut que ça soit direct. Parce que le doctorant, dès qu'il a une lettre à mettre, il ne le fait pas. Donc vous en perdez déjà une grosse partie. On le sait, c'est comme ça. Donc, par exemple, sur 450 envois de SMS, 375 sont arrivés à destination, c'est-à-dire qu'on avait le bon numéro, parce que ça aussi, c'est pas gagné côté le bon numéro, où les jeunes changent de numéro. Et ensuite, on a moins de 10% de retour sur un clic, c'est-à-dire qu'ils ont juste cliqué sur le lien.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont rempli le questionnaire. Donc vous voyez, quand on compare au coût du SMS, on se dit c'est pas juste pour avoir un clic. Et voilà, sur les 40 individus, on en a simplement 8 qui ont répondu au questionnaire. Donc si on part des 450 SMS envoyés, on n'en récupère que 8 au final de questionnaire. C'est pas très efficace. Alors le questionnaire, il y a près de 80 questions posées, et je vais juste vous montrer si ça marche. Comment ça se présente. Vous arrivez sur cette page-là. Première question filtre. Est-ce que vous avez obtenu un doctorat à l'université de Constantine? Oui ou non? Donc je mets oui. J'ai pas internet, normalement je devrais. Mais bon, le temps que ça se. C'est pas grave, on le joue. Parce qu'en fait, j'avais prévu juste de vous montrer un petit peu comment ça se déroulait. Il faut vous partager s'il vous plaît. C'est déjà actif. Ah oui, parce que j'ai coupé le. Pour économiser. Voilà, parfait. Ah mince, ma session a expiré. Ça marche? Oui, ça marche. Voilà, donc je suis bien un doctorant de l'université. Ensuite, voilà, date d'obtention. Je mets n'importe quoi. L'année 2015. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez voir, voilà, c'est assez intuitif et c'est assez rapide parce que, en fait, moi je l'ai testé. Je l'ai testé avant de le faire. Voilà, il faut une connexion. Voilà, c'est un petit peu il faut une connexion. Hein? Bon, voilà, et vous voyez, en fait, vous avez vu que c'est assez simple. Donc, il y a juste, on a fait le questionnaire où le docteur, enfin la personne qui va répondre, en grande partie va avoir qu'à cliquer. On va sélectionner. Parce que si vous faites des choses un peu trop où il faut remplir, même si c'est là où on a des informations importantes, ça prend trop de temps et ils arrêtent en cours. Donc on privilégie les réponses clic. Donc la construction du questionnaire est très importante parce qu'il faut savoir ce qu'on veut et le transformer en question cliquable de manière assez simple. Donc voilà, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais vous avez 80 questions comme ça sur l'enquête quantitative qui ont été posées au docteur. Alors, voici le tableau le plus important. Vous avez la taille du fichier initial qui est ici. Ça veut dire que c'est le nombre de contacts que les universités nous ont envoyés de docteurs. Donc ça veut dire que c'est, par exemple, si je prends Constantine, ils nous ont envoyé un fichier dans lequel il y a 544 contacts de docteurs avec une adresse mail et éventuellement un téléphone. Donc ça, c'était le maximum possible en termes de contacts enquêteurs. Maintenant, regardons les répondants. On voit bien que si je prends Constantine, j'ai 73 répondants, soit 13%. Si je prends Béjaïa, ils ont été un peu plus actifs. Donc je vous donnerai une petite médaille. Il y a à peu près 30% de répondants. Maintenant, regardons ce qui s'est passé à Sousse. Alors, Sousse, ils nous ont donné 368 personnes, contacts, 95 ont répondu, mais simplement 19 étaient dans le champ. Alors, c'est quoi le champ?
Et nous, avec le CEREC, on a dit on va s'intéresser à ce que deviennent les docteurs. Donc, la cible, c'était des gens qui sont docteurs, et voir ce qu'ils font. Et eux, ils nous ont mis des doctorants. Donc, leur poser, ben, il y a, sur les 80 questions, il y en a à peu près 40 et quelques, qui sont sur ce que vous faites en termes de travail. Voilà, après le doctorat. Et d'ailleurs, la première question, vous l'avez vu, c'est est-ce que vous avez obtenu le doctorat? Donc, ils ont répondu non. Et ils n'ont pas eu accès à la suite. Donc, il y a eu une incompréhension entre ce que nous, on avait demandé et ce qu'ils nous ont envoyé. Donc, actuellement, le CEREC est en train de récupérer des contacts auprès de SUS de docteurs. Mais la difficulté, la difficulté principale, c'est que les universités ne gardent pas trace de leurs études. Ce n'est pas une habitude qu'on a, je me mets dedans, hein, parce que nous aussi, on ne sait pas dans notre culture, mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Ça peut prendre des années, mais il faut développer cette culture de garder un contact avec les étudiants. Parce qu'on peut en avoir besoin dans différents domaines, notamment pour le suivi de l'insertion, et vos ministères vont y arriver comme les nôtres à vous demander des comptes. Ils vous donnent de l'argent, ils vont vous demander des comptes. Ils vont vous dire qu'est-ce que vous deviennent vos étudiants, vous faites de la formation, mais à quoi ça leur sert? Il y a un retour sur investissement là, pour le pays, pour l'économie. C'est bien beau là, vous faites les professeurs, vous parlez des étudiants. Et c'est ce qu'ils nous disent, hein, nous, hein. Donc, vous allez y arriver, forcément. À partir du moment où il y a une contrainte budgétaire, on demande des comptes. C'est clair. Donc, autant commencer à mettre en place des systèmes où vous récupérez les adresses mail. Uniquement les adresses mail, c'est assez stable en plus. Et voilà, d'avoir une cellule qui est assez, efficace là-dessus, surtout que la population des doctorants est assez ciblée, est assez facile parce qu'il y a des inscriptions administratives annuelles, donc on a plusieurs occasions pour compléter cette fiche administrative de suivi. Voilà, donc du coup, les résultats que je vais vous montrer à la suite de ce slide concernent cette colonne-là, évidemment, c'est les répondants. Donc, j'attire votre attention. Alors, Rabat et Slax n'ont pas envoyé de fichiers, pour différentes raisons. Peut-être qu'ils ne les avaient pas, et comme l'enquête était optionnelle, ils n'ont pas voulu s'embêter, j'en sais rien, tant pis pour eux. Ce que je veux dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une enquête scientifique, ce n'est pas des résultats scientifiques dans le sens statistique du terme. Pourquoi? Parce que l'échantillon des répondants n'est pas représentatif de l'échantillon des doctorants. Par exemple, à BGA, on va avoir, je vous le montrer, que des sciences humaines qui répondent, pratiquement. Donc ce n'est pas représentatif de la population des doctorants. On n'a pas contrôlé tout ça, c'est simplement, on a fait une enquête exploratoire pour vous dire, voilà un outil qui peut vous servir. Après, si vous voulez y donner un caractère scientifique, il y a des procédures évidemment statistiques qui permettent de corriger les biais, les machins, tout ça, mais pour faire ça, il faut avoir des informations complémentaires sur les doctorants pour le faire proprement. Mais c'est pas notre... voilà, c'est pour ça, je vais vous donner des résultats, c'est pas scientifique, c'est simplement parmi ceux qui ont répondu, voilà ce qu'il y a. Moi, je vois que la disparité entre les gens qui ont répondu et ceux à qui vous avez envoyé, peut-être dû au fait que votre enquête n'a pas été présentée. Si vous envoyez un questionnaire à quelqu'un. Non, il y avait un texte d'accompagnement. Hein. Oui, il faut justement. Non, mais il y avait un texte en disant l'université, par exemple, si c'est l'université Constantine est partenaire avec le CEREC dans un projet, il y avait un paragraphe d'explication. Oui, pour montrer l'intérêt. Oui, il y avait, je ne l'ai pas montré, mais il y avait tout un texte d'accompagnement pour introduire le questionnaire. On ne l'a pas fait comme ça. En plus, encore pour Constantine, je complète, presque les 744 étaient contactés. Parce que ce qu'on a fait au niveau du vice-rectorat des relations extérieures, plutôt de la formation, on a essayé d'avoir les adresses email, une possibilité de téléphone, et d'une manière ou d'une autre, on a contacté, soit par mail
le candidat, enfin la personne, soit par téléphone pour lui dire il va y avoir un questionnaire, il faut aller pour essayer de répondre. Je crois que la majorité était contactée aussi comme ça par via. Mais en fait, il faut savoir que les enquêtes comme ça en ligne, le taux de réponse, c'est pas, normalement on est entre 20 et 30%. Historiquement, c'est ce qu'on a. Donc, vous voyez là, par exemple, on est pour Béjaïa, on est à 30, on est dans la fourchette en dessous. Pour Fès et Constantine, on est dans la fourchette en dessous. Donc, voilà, c'est pas catastrophique. En dessous de 10%, c'est un problème. Mais là, voilà, on est dans des ratios à peu près dans la fourchette basse, mais dans la fourchette qu'on connaît. En moyenne, c'est autour de 20%. Voilà, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est est-ce qu'il y a plein de mails qui n'étaient pas bons. Vous voyez, des adresses mail où une lettre est inversée, où il y a un espace en trop. Et ça, le logiciel, évidemment, il renvoie une erreur et on n'a pas mis les moyens humains pour aller vérifier. Vous voyez, ça, à la limite, vous pouvez le faire en interne. En plus, c'est des gens que vous connaissez. C'est des docteurs qui sont sortis au plus tard il y a 3 ans. Donc vous pouvez, vous en interne, peut-être dire ah lui, je le connais, on sait qui c'est, on peut le recontacter. Alors, à Béjaïa, afin de préparer ce genre d'enquête, le vice-recteur chargé de la pédagogie il a mis en place donc, une page web sur laquelle chaque étudiant qui, pour avoir son diplôme, il doit donc imprimer son adresse et pour l'imprimer, il doit remplir des champs. Donc vérifier le nom, le prénom, l'adresse email. Il doit confirmer son adresse email. Donc on va lui envoyer un email pour le confirmer. Une fois que c'est confirmé, il a accès au quitus pour qu'il puisse l'imprimer et avoir bien sûr son diplôme. Alors, donc on est en train de préparer. Il y a plein d'universités qui font cela. Parce que depuis 2010, moi je travaille dans des projets Erasmus ou Campus sur l'insertion des diplômés au Maroc et en Tunisie. Et dès 2010, on a soulevé ce problème. Et donc depuis, que ce soit au Maroc et en Tunisie, ils ont mis en place ça. C'est-à-dire qu'ils impriment un quitus, entre guillemets, pour aller chercher le diplôme, que ce soit le diplôme de licence, d'ingénieur, de master. Pour avoir ce diplôme, ils sont obligés d'aller à l'administration avec ce document-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, ils n'avaient gardé aucune trace de l'étudiant. Alors après, sur le plan juridique, je ne sais pas si un étudiant qui refuse de faire ça, il ne va pas pouvoir dire à la juridiction en disant vous êtes obligé de me donner mon diplôme, moi je ne suis pas obligé de vous donner ça. Mais pour l'instant, c'est tout le monde. Oui, non, mais tout le monde le fait parce qu'il s'en fiche. Voilà. Mais voilà, sur le plan de la juridiction, on ne peut pas les contraindre. Voilà. Mais vous faites comme si. Voilà. On en a discuté beaucoup. Je lui ai dit faites comme si. Voilà. Non, mais on n'a pas trop le choix. Donc, premier résultat, près d'un docteur sur 2 est une femme. Ça vous paraît peut-être bien, pas bien, mais c'est intéressant. Alors, je vous ai mis toutes les 6 universités. Je n'ai pas fait un focus spécial Algérie. L'idée, c'est quand même de vous montrer un panorama général. Le total, c'est j'ai considéré tout le monde ensemble. Alors, Sousse, il faut faire attention parce qu'il n'y a que 19 répondants. Donc, Sousse, c'est un peu particulier. Voilà. Les autres, il y a autour de 80. Donc, 80, ça commence à être correct. Mais 19, je les ai mis quand même. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un des plus grands problèmes, entre guillemets, des pays du Maghreb, c'est le taux d'activité ultra faible des femmes. Moins de 20%. Alors qu'à l'université, elles sont majoritaires. Au Maroc, c'est presque 60% des effectifs. J'ai pas les chiffres, parce que j'ai pas travaillé sur l'Algérie, mais j'ai travaillé sur le Maroc et la Tunisie. En licence, c'est 60% sont des filles. Oui, non, mais j'imagine. 70. Alors, sur le marché du travail, c'est pas du tout la même chose. On est à moins de 20%. Alors, pourquoi? Donc, moi, j'ai fait des recommandations au ministère du Travail chez vous, on verra. Ça m'étonnerait que ça passe le filtre du premier bureaucrate qui dit ça. On verra. J'ai dit, il faut pour vous un congé paternité de plus de 2 semaines pour les papas. On verra. Et réduire celui des femmes. On verra si ça passe. Alors,
Pourquoi c'est bien? C'est parce que généralement les filles qui sont docteurs elles travaillent. Donc ça permet d'augmenter quand même le taux d'activité des femmes dans ces pays et bon, c'est assez intéressant de voir que à ce niveau doctorat, c'est pas fermé aux femmes. C'est pas comme sur le marché du travail, donc c'est plutôt un résultat positif. Ensuite, c'est les doctorants qui ont répondu, c'est donc grosso modo 2016 et 2017, c'est à peu près les 2 années représentent plus de la moitié des effectifs qui ont répondu. Donc, voilà, c'est le plus vieux qui a répondu, il était sorti en 2013. Donc, et c'est aussi peut-être lié au contact, c'est-à-dire qu'avant on n'avait pas les contacts mail des doctorants. Donc là on voit bien qu'il y a un biais par rapport aux sources d'origine. Bon, je vais juste vous donner quelques indications. Voilà, ce que je vous disais par exemple sur Béjaïa, ceux qui ont le plus répondu, c'est ceux qui sont en bleu, sciences sociales et humaines, 40% de notre effectif. Si on ajoute les jeunes pendant droit éco-gestion, donc ça vous fait 2/3 des répondants sont dans les sciences sociales. Et je mets droit éco-gestion dans les sciences sociales. Donc effectivement, ça ne correspond pas, j'imagine, au profil de vos doctorants. Mais il se trouve que c'est eux qui ont le plus répondu à l'enquête. À Fès, c'est un peu plus équilibré. Constantine, on retrouve aussi la prédominance sciences humaines et sociales. Alors, ce qui m'a un peu étonné, c'est que plus d'un docteur sur 2 est non financé. Alors, y compris en Algérie, ça m'a étonné parce que moi j'ai tous une bourse. Voilà. Tout le monde a une bourse parce qu'ils doivent avoir le concours. Et oui, non, mais je sais. Donc voilà, moi je sais que vous avez un système avec un cut et que vous avez une bourse si. Mais voilà les réponses. Non, ils m'ont mal compris. Oui, non, mais voilà, non. Pour eux, la bourse, c'est pas le financement. Non, mais. C'est ce qu'ils pensent. Non, mais voilà, on arrive. Puisque ça, ils ont normalement dans les textes, obligatoirement, ils doivent faire 4 heures de cours en assistante et TP. Et ils sont rémunérés sur ça. Dans la majorité des cas, tous les doctorants sont. Non, mais là, en fait, je pense, eux, ils pensent que la bourse, c'est pas le financement de la thèse. Là, on touche un problème qui est lié au fait que nous, quand on écrit le questionnaire, on l'écrit avec la mentalité française. Nous, quand on parle de bourse financée, pour nous, c'est une bourse avec une thèse avec une bourse. C'est automatique. Pour nous, c'est dans le langage. Donc là, quand j'ai vu ces réponses, je me suis dit, il y a eu un problème dans la formulation de la question. Et donc, c'est aussi un apprentissage, c'est-à-dire que, effectivement, cette question-là, il faut la reformuler mieux pour que les doctorants répondent, entre guillemets, correctement à la question. Il aurait peut-être fallu dire rémunération, pas financement. Financement, c'est financer les équipements, etc. Oui, non, mais. C'est pas la même chose. Il aurait fallu dire peut-être rémunération, rémunérer ou financer. Alors, financer, c'est dans le cadre de la recherche, acquérir du matériel, des équipements, etc. Donc voilà. C'est pour ça que vous les avez. On est conscient. Donc voilà, c'est pour ça. En fait, j'ai montré ce graphique pour ça. C'est un aspect pédagogique pour nous, pour dire voilà, si on reprend ce questionnaire, cette question-là, il faut la reformuler. Parce que pour nous, quand on l'a fait, ça ne devait pas poser de problème. Quand moi je l'ai testé, quand j'ai lu financer, je l'ai fait tester à des jeunes doctorants chez moi pour voir si ça passait. Dans le langage français, c'est automatique. Voilà, pour eux, ils m'ont souligné d'autres problèmes, mais ça, pour eux, ça passe. Mais là, on s'est rendu compte que non. Donc voilà, quand on construit un questionnaire comme ça, il faut être attentif vraiment à la formulation. Mais en tout cas, on n'est jamais à l'abri d'erreurs. On le fera, on en refera d'autres, il n'y a pas de souci. Alors, on arrive maintenant à la question qui peut vous intéresser. Alors, pourquoi vous avez fait un doctorat? Bon, plus de 90% c'est pour devenir enseignant-chercheur à l'université. Donc c'est comme ce que je vous disais, le rail, il est dans leur tête, c'est difficile d'en sortir. L'activité de recherche au cours du doctorat. Donc on voit que publication dans une revue, c'est 100%.
Là, à mon avis, il y a dû y avoir un petit bug, mais parce que c'est nécessaire pour soutenir. Voilà. Donc on retrouve, ça, il n'y a pas de problème, on le retrouve. À Fès et à Sousse, c'est un peu moins le cas, parce qu'il n'y a pas l'obligation qui est faite comme en Algérie, c'est un peu moins rigide, entre guillemets, dans les règles. Colloque national, international, c'est au-dessus de 90%, donc ça fait partie. Donc là, il n'y a pas de problème, ça marche. Maintenant, la partie un peu plus appliquée, entre guillemets. Est-ce que vous avez participé à des programmes de recherche? Bon, bah, ça tombe à 50%. Donc, il y en a 1 sur 2 qui n'a pas été impliqué durant sa thèse, dans 3-4 ans de thèse ou 5 ans, dans un programme national. Donc là, voilà, il y a peut-être un point à réfléchir, parce que les programmes de recherche, par rapport à ça, il y a une application. Il y a une limitation dans des projets de recherche du nombre de doctorats insérés. Donc, normalement, c'est le directeur de thèse, il a 5 doctorats, donc il ne peut qu'insérer 2 doctorats. D'accord. Mais voilà, mais du coup, on voit bien la différence entre la partie académique et la partie un peu plus appliquée. Et quand on vient sur des brevets, là, on tombe sur des chiffres très bas. En gros, 5%, comme on a 80 personnes qui regardent, c'est 2 personnes. Enfin, qui ont répondu, c'est 2 personnes. Peut-être que ça vaut le coup de les identifier, du coup. Et de voir ce qu'ils ont fait, et d'avoir un entretien qualitatif avec eux. Même si c'est que 2 personnes, ça peut être intéressant d'aller les voir et de dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, etc., etc. Et la création d'entreprise, c'est encore, c'est du même niveau, c'est très faible. Donc, on voit bien ici que le modèle de doctorat dans les universités maghrébines est très orienté encore académique, recherche académique, et que pas le virage, mais l'ajout d'un volet un peu plus appliqué est encore faible. Ça mérite d'être développé. Alors, ce slide, je voulais vous le montrer, c'est par rapport aux formations doctorales. Donc la question qu'on avait posée, c'est pendant votre doctorat, avez-vous participé au module de formation suivant? Donc les langues, les métiers de l'enseignant-chercheur, création d'entreprise, management et rencontres avec des doctorants. Donc là, ce qu'on souligne, c'est la différence entre l'Algérie et les 2 autres pays. Donc, en fait, les doctorants algériens déclarent avoir participé beaucoup moins souvent que ceux de Fès et de Sousse à des formations. Donc on voit tous les chiffres sont en dessous, tous. Voilà. Je ne sais pas, il faut peut-être creuser, j'en sais rien. Mais là, il y a une vraie spécificité qu'on retrouve un peu moins par ailleurs. Dans toutes les autres questions, c'est assez proche. Mais sur cette question-là des formations et de la participation des doctorants à des formations, il y a un vrai décalage. Alors maintenant, il y a des formations qui sont obligatoires au cours du doctorat. Ça a été installé depuis 1 année. Ah d'accord, alors que les autres alors sont... qu'avant, on avait en Maroc et en Tunisie, c'est obligatoire. Ils avaient plus le modèle français, voilà. Parce qu'avant aussi, la majorité presque des doctorants sont des enseignants. Ils sont avec un niveau magistère, ils rentrent en tant qu'assistant, et après, on ne voyait pas la nécessité de les former sur les outils de communication, de création d'entreprise, etc. Parce que même nous, on n'avait pas la vision que la personne vient sans expérience, elle est déjà enseignante. Donc il n'y avait pas, comme il avait dit le collègue, depuis 2 ans, il y a la 3e année. Donc il n'y a pas encore de docteurs qui sont sortis avec ce système-là. Il y a la première année, il y avait 2 formules. Il y avait un programme qui était étalé sur les 3 ans de l'année, de la formation doctorale. Donc on a chaque année des formations, entre autres, des langues, la création d'entreprises, etc. Il y a une autre proposition, c'est une année théorique. Une année de faire sa recherche bibliographique plus des formations sur lesquelles le doctorant il est évalué. S'il est admis, c'est la seule condition pour normalement s'inscrire en 2e année. Maintenant, ça c'est nouveau, on est en train de le mettre en place. C'est pourquoi vous voyez, parce que je pense là, 2016, 2017, c'est les doctorants beaucoup plus qui ont répondu, doctorants ancien système, que c'est eux qui ont soutenu. La majorité, c'est
sur. Non, mais en fait, voilà, moi je ne savais pas en fait. Ça S'explique par ce décalage. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va commencer à avoir les docteurs qui ont suivi ce programme obligatoire de formation. Et donc, vous allez avoir des taux qui vont être proches de ceux de FES et SOUS, même voire au-dessus. Si, c'est devenu obligatoire, donc voilà. ça va aboutir à 100%. C'est comme l'histoire des publications. D'accord. Alors, le lien avec les entreprises. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire toutes les 80 questions. J'ai juste sélectionné quelques questions. La base, vous allez l'avoir une fois qu'elle sera complète avec les universités de SOUS et de SFAX qu'on est en train de récupérer. Une fois que ce sera finalisé, les universités recevront toute la base et vous pourrez en faire la même chose que moi, en mieux pour votre université. Alors, on tient à vous donner toute la base, comme ça vous avez des éléments de comparaison, parce que tout seul, c'est difficile à dire si on est mieux, pas mieux. On vous donnera toute la base pour travailler. Donc, 3 questions qui ont été posées, enfin, une question avec trois sous-questions. Pendant votre doctorat, avez-vous travaillé dans une entreprise, effectué un stage ou collaboré avec une entreprise sur un projet de recherche? Donc, globalement, on est entre 12 et 16% de docteurs qui ont eu une liaison avec une entreprise, une relation avec une entreprise qui peut être plus ou moins forte, captée par ces 3 sous-questions. Donc, étant donné les difficultés qu'il y a à avoir des relations entre l'université et les entreprises, c'est pas si mal en fait. Autour de 15%, ça veut dire qu'à peu près un doctorant sur 6 ou 7 a, à un moment donné de son cursus, eu une relation avec une entreprise. Donc c'est pas anodin, sachant qu'en plus dans les sciences humaines, aller trouver une relation avec une entreprise, c'est très compliqué. Je sais de quoi je parle. Voilà, en littérature, en droit, trouver une entreprise, c'est pas gagné. Plutôt en agriculture, en électricité, en chimie, en machin, c'est un peu plus facile. Alors je pense concernant cette question-là, il faut plutôt plus la détailler, parce que ça m'étonnerait que ces chiffres sont corrects. Ah, ça, après, oui, non, mais... Je pourrais qu'ils ont compris ce qu'ils ont travaillé, mais ça va être un travail en dehors de leur sujet de doctorat. Ah oui, effectivement, on n'a pas précisé dans le cadre de votre... Parce qu'il y en a ceux qui travaillent effectivement en parallèle. Son doctorat de travail, mais la liaison université-entreprise, ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment ces chiffres-là. Mais si je fais le lien avec le tableau précédent, j'ai des soutenances que j'ai ratées, je suis en train de faire les soutenances maintenant, et je compare nos réponses. Je prends par exemple le cas de Constantine. Vous voyez qu'on a des liens avec l'entreprise, alors que dans la diapo, avant, là, on voit par rapport, là où on a là où vous avez présenté la 3e colonne, donc voilà celle-là. On n'est pas très pratique, oui, on n'est pas dans la oui, la création d'un brevet, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on est dans l'académique, même quand on va vers l'entreprise. On ne va pas pour régler un problème de l'entreprise recherche-développement. On va parce qu'on a une thématique de recherche et on a besoin de faire des tests, des analyses, etc. dans une entreprise ou dans un laboratoire. Et on est toujours dans le schéma académique. Parce que là, quand on voit les résultats, quand même, on a un contact avec l'entreprise, on a avec le milieu extérieur de l'université. Mais dans un contexte académique. Alors, hop. Non, la situation professionnelle des doctorants, 90% sont en emploi en Algérie, mais ça on le sait parce que de toute façon votre système fait que c'est limité et vous êtes assuré de travailler. Bon, à Sousse, on voit, même si l'échantillon est plus faible, on voit tout de suite la problématique et pourquoi il y a des grèves. Donc ça pose une vraie question. Et puis, vous travaillez où? Bon, ben là, voilà, dans la fonction publique, 90% dans la fonction publique, et puis autres. En fait, c'est détaillé autres, mais bon, il y a plein de petites réponses. Il y en a qui travaillent à l'étranger, il y a des trucs un petit peu particuliers, mais il y a très très peu de salariés du privé. Il y en a un, ici, vous en avez un ici. Et vous en avez un ici qui travaille dans les structures privées.
Adéquation, emploi, formation. Quel est le niveau de diplôme le plus, le plus adapté pour votre travail? Ça, on le fait en général pour valider s'il y a des déqualifications sur le marché du travail, notamment au niveau licence et master. Il y en a beaucoup de masters qui sont employés à des niveaux très faibles, faute de travail à leur niveau. Pour les doctorats, étant donné la spécificité, c'est évidemment pas la question, puisqu'ils sont à l'université, donc le niveau le plus adapté, c'est le doctorat. Donc, voilà. Par contre, regardez les AFES, les réponses sont moins tranchées qu'en Algérie. Il y a quand même des gens qui disent la licence. Donc peut-être qu'ils sont cantonnés dans le truc de maître assistant, des choses comme ça, où ils ne se sentent pas à l'aise. C'est assez à fouiller. Voilà, en termes de résultats, donc je m'arrête là parce qu'il y aurait plein de choses à dire, notamment on a des questions sur comment vous avez apprécié les formations que vous avez suivies. Et Constantine ressort très bien sur ceux qui ont suivi évidemment les formations autour de l'entreprise. Il y a beaucoup de 5, ça a été varié à 5, mais vous pouvez regarder ça, dans le détail. Voilà, il y a énormément de questions. Je vous enverrai le questionnaire qui est là par mail, et puis après, si vous avez besoin d'avoir avant même d'avoir la base, si vous avez besoin d'avoir des réponses sur votre université, sur certaines questions, on peut aussi faire une extraction, ça prend 30 secondes, je fais la ligne de programme sous Stata, et je vous envoie les sorties pour votre université si vous avez besoin. Parce que ma collègue, en fait, a développé un logiciel que je ne maîtrise pas, et donc je suis désolé, mais je vous le montre parce que peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est Power BI, vous connaissez ou pas? En fait, c'est l'avantage, c'est que vous lui donnez une base de données et il fait automatiquement tous les graphiques. Mais moi, je ne le maîtrise pas assez pour vous le montrer. Là, par exemple, vous sélectionnez ici l'université et le graphique s'adapte à l'université. Voilà. Donc ça, c'est tout. En fait, tout est interactif. Vous sélectionnez un truc, homme, femme, université, et les graphiques s'ajustent. Statistique. Oui. Moi, je ne le connais pas. Il permet de visualiser les résultats sur différentes formes en fonction de la demande. Voilà. Si on veut comparer deux facteurs, deux paramètres ou trois, moi, je le fais, je programme sous Stata, il le fait. Mais lui, on clique sur un bouton, tout de suite, ça le fait. Mais comme je l'ai découvert là, je n'ai pas pris le risque de vous présenter, parce que je ne sais pas le manipuler. J'ai préféré faire à l'ancienne. Je suis à l'ancienne. Dernier slide que je voulais vous montrer, et ensuite j'arrête là, parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole et j'ai empiété sur votre pause déjeuner. Alors, le bilan qualité, c'est important parce que si vous voulez réutiliser cet outil pour faire des enquêtes de suivi dans vos universités, il y a un bilan qualité. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors, ce qu'on peut améliorer, d'abord, c'est la qualité de la base de contact. La qualité de la base de contact, c'est fondamental. Il y a 36% des contacts pour lesquels on n'a pas pu émettre la demande. C'est-à-dire que le message est parti, mais il n'est jamais arrivé. Donc c'est énorme, 36%, déjà on perd un tiers de la base contact. Donc, si on améliore la qualité de la collecte, on peut déjà améliorer, augmenter l'échantillon du possible de un tiers. C'est quand même pas très bien. 40% de non-réponse, c'est-à-dire les gens ont reçu, ont cliqué, et puis ils ne sont pas allés au bout. Ils ont arrêté. Donc là, ce qui est important d'améliorer, c'est la fluidité de l'opération entre le clic, l'apparition du questionnaire. Donc il faut une page qui charge très vite. Il ne faut pas trop mettre de gris-gris, des machins très jolis, mais qui mettent de plomb à charger. Il faut prendre on peut faire des trucs jolis, mais si le répondant est devant et que la page a mis un peu de temps à charger, il va faire autre chose. Alors, les jeunes, on le sait, ils sont zappeurs. Donc il faut que ça aille vite tout de suite. Donc ça, on s'en est rendu compte aussi quand il y a eu un problème technique d'accès au serveur. Là, les réponses ont été zéro. Les gens ils se sont arrêtés tout de suite. Après, ils ne reviennent pas.
C'est tout, quand ils reçoivent le message, ils cliquent ou ils cliquent pas. Ils ne reviennent plus dessus. Donc ça aussi, il faut être très fluide. Il faut une interface très fluide. C'est très très important. Donc c'est pour ça que j'ai dit connexion directe au questionnaire. Faire attention à la durée du questionnaire. Nous, on est chercheurs, on a envie de tout savoir. Mais voilà, le plus va être l'ennemi du bien. Il faut se focaliser sur certains indicateurs. On va privilégier ça. Parce que si ça dépasse 5-10 minutes, on va perdre le répondant. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Se forcer à être un peu sélectif. D'accord. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut utiliser le SMS, mais il vaut mieux utiliser le SMS pour demander une adresse mail. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeune peut tout de suite, en réponse au SMS, mettre son adresse mail. Alors que quand il reçoit son SMS dans la rue, il n'aura pas forcément envie d'aller répondre aux questionnaires. Donc quand on a l'adresse mail, on pourra le relancer autant de fois qu'on veut, et à un moment donné, il va être devant un ordinateur, et il pourra, ou sur son mobile, à un moment où il aura un peu de temps, répondre aux questionnaires. D'accord. Voilà. Nous, en fait, c'est l'expérience qu'on a eue. C'est-à-dire que le SMS, pour aller direct au questionnaire, c'est pas très efficace. Par contre, si on peut récupérer des adresses mail valides et qu'on peut contacter les jeunes via le mail, ça peut être un peu plus efficace. Mais c'est à confirmer. Voilà. Ensuite, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais j'ai oublié, c'est retravailler le questionnaire. Nous, on a fait une première base qui peut être réutilisée, à mon avis, à 70%. Mais il y a encore 30% qui sont perfectibles. Mais ça, c'est chaque université, chaque pays qui doit faire un travail spécifique par rapport à ses objectifs et au contexte de son université en termes de doctorat. Donc moi, je pense que cet outil pour les écoles doctorales et l'université est intéressant parce qu'il n'est pas cher, il est facile. Maintenant, est-ce qu'il faut faire une enquête tous les ans sur les docteurs? Je ne sais pas. Parce que, par exemple, à Constantine, combien vous avez de docteurs chaque année? Peut-être 100? Donc si vous en avez, à mon avis... On a eu 288, je crois. Bah, Toutes facultés... oui, non, mais tout confondu. Donc moi, je pense que si vous en avez plus que 150, 200, parce qu'il faut avoir en tête le taux de réponse. Si vous avez moins de 100 et que vous avez, disons, dans le meilleur des cas, un tiers de réponse, ça veut dire que vous allez travailler sur 30. C'est ça qu'il faut voir. Si vous avez 200, vous travaillez sur 60. Donc là, ça commence à être intéressant. C'est pour ça que je dis, bon, il faut peut-être faire sur tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour avoir une base suffisamment grande pour que les réponses soient un peu significatives. Si vous le faites chaque année et que vous avez 100 docteurs et qu'il y en a 30 qui répondent, vous allez avoir 30 réponses, ça va être difficile de faire du pilotage des écoles doctorales sur 30 réponses. Voilà. Mais après, c'est au recteur, au directeur d'école doctorale de choisir un petit peu cette périodicité. Et en fonction évidemment de l'échantillon que vous avez. Si vous avez 500 docteurs chaque année, là vous pouvez le faire tous les ans. Parce qu'il y a suffisamment de bases pour le faire chaque année. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. C'est vraiment intéressant. Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre ou pas. Et renvoyer vers mes collègues du CEREC. Ma réflexion, c'est par rapport à l'échantillon que vous avez testé. Pourquoi vous avez choisi les doctorants qui ont soutenu? Et la majorité, elle est déjà recrutée en tant qu'enseignant-chercheur à l'université. Pourquoi vous n'avez pas ciblé également les doctorants en première, deuxième, troisième année pour avoir leur vision d'avenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire après? Alors, les doctorants, on les a, enfin quand je dis 11, c'est les collègues, c'est pour faciliter le discours. On les a interrogés pendant l'enquête qualitative. Donc, toutes ces questions sur pourquoi vous avez fait un doctorat, comment ça se passe, qu'est-ce que vous voulez faire après, est-ce que vous envisagez de travailler avec les entreprises, elles ont été posées à un échantillon de 10-15 doctorants actuellement dans les universités. Donc ce travail-là, il a été fait dans l'enquête qualitative. Dans l'enquête quantitative, sur quoi on s'était mis d'accord avec les universités, c'était de voir ce que devenait une fois sorti de l'université. Donc c'était un choix dès le départ de suivre ce qui était sorti, parce qu'ils n'avaient pas participé aux enquêtes qualitatives. Donc ça complétait la vision qu'on avait sur le Cali par une autre population. En fait. Mais on peut le faire très bien, on peut choisir de
contacter les doctorants actuels et faire exactement la même chose, mais il faut juste changer un peu le questionnaire. Voilà. Mais utiliser le même outil, c'est tout à fait possible. Et Bon, s'il vous plaît, là vous avez recensé nos problèmes. D'accord. Enfin, ce sont les étudiants qui ont dit ce qu'ils avaient comme l'étude de c'est bien d'avoir repris fidèlement nos interrogations, nos problèmes, notre quotidien. Et vous avez parlé de la professionnalisation du doctorat. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut parler, discuter exactement comment trouver des solutions pour professionnaliser le doctorat. Parce qu'en Algérie, on a tendance à académiser, si vous voulez, si je puis utiliser ce terme, le master. On avait des masters professionnalisants et des masters économiques. À l'heure actuelle, on veut occulter justement le master professionnalisant, professionnel, et du coup, on est en porte-à-faux avec ce que vous proposez. Là, c'était en fait, l'objectif de l'enquête Cali et Canty, c'était de faire un constat que nous allons présenter au ministère. En disant, voilà, on a étudié 2 universités dans votre pays, voilà ce qu'on en ressort. Et nous, si vous voulez favoriser la valorisation et le transfert de technologies, voilà sur quel point il faut améliorer, sur quel point il faut insister. C'est un peu l'objectif qu'on s'était fixé avec les universités, c'est-à-dire qu'elles nous donnent leur ressenti et leur constat à travers ces enquêtes Cali et Canty, et qu'on puisse transmettre ce message auprès du ministère. Bon, il se trouve qu'en Algérie, le ministère n'a pas envie d'entendre, il n'a pas envie d'écouter. Mais ça n'empêche pas que nous, on fait ce travail-là de constat. Ensuite, sur le master, effectivement, ça pose un vrai problème. La stratégie, c'est de tout orienter sur des masters académiques. C'est un vrai problème parce que de toute façon, tous les masters, il y aura un problème d'employabilité derrière. Oui, parce que si les masters, vous filtrez, vous, les accès au doctorat, donc tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un master qui est absolument pas professionnalisé? Ils se rapportent tous sur l'enseignement. Oui, mais il n'y a pas de place. Soit secondaire. Mais vous voyez bien qu'on ne va pas embaucher. On va pas embaucher. Il y a combien d'étudiants en master en Algérie? Je crois qu'il y en a. J'avais les chiffres, je les ai fait pour le ministère. On avait 800 000, je crois, en master, comme ça. Vous n'allez pas avoir besoin de 800 000 enseignants. Et chaque année. La politique du pays qu'il faut. Le souci des masters d'Algérie, même si on a un master professionnel, avant de choisir, parce qu'on propose aux étudiants une fiche de vie, il y a plusieurs masters, master académique et professionnel. Le master professionnel que choisit les étudiants, la question qu'ils viennent poser, est-ce que je peux faire doctorat? C'est de faire un master professionnel, mais en même temps, ils pensent à un doctorat académique. Mais non, mais là, on va déborder un peu. Le chemin sûr. Voilà. Parce qu'un débat assez. On peut revenir à l'état de. Quand on a fait l'état. Le schéma dans la tête des jeunes diplômés, c'est qu'ils voient l'aboutissement un emploi. À l'université, avec un doctorat, il a plus de chances. C'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est qu'on voit qu'on a, même quand ils font des formations, je prends l'école normale supérieure, qui sont des formations professionnelles et professionnalisantes, et normalement avec un contrat. Et en plus de ça, ils veulent avoir l'université, enfin avoir le doctorat, faire le doctorat, c'est pour avoir un niveau supérieur et travailler à l'université. Ça, c'est on en revient au problème de départ, c'est que dans les entreprises, que ce soit public ou privé, les étudiants au niveau master ne trouvent pas de débouché à un salaire correct. Donc pour eux, le seul endroit où ils peuvent avoir un travail correct avec un salaire correct, c'est l'enseignement. Que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, c'est le moindre mal. Sinon, le top, c'est l'université. Donc c'est ce qu'il faut faire comprendre aussi aux différents ministères, c'est qu'il faut développer le tissu économique pour qu'ils puissent embaucher à des niveaux corrects les sortants du master. Sinon, ils n'iront pas, c'est normal. Moi, je suis jeune. J'ai aucun intérêt à aller dans un master qui va m'envoyer sur le marché du travail où je vais trouver rien, ou un emploi très mal payé.
Donc, d'un point de vue du jeune, ça se comprend, mais ce n'est pas la solution. Pour appeler à des assises nationales. Parce que là, c'est un problème qui Et le problème, vous en êtes qu'au début. Hein. Quand on regarde la démographie algérienne, vous en êtes qu'au début. Vous en êtes vraiment qu'au début parce que vous avez une démographie qui est comme moi, qui a des bouées là. Donc là, quand les bouées vont remonter, ça va faire mal. Les personnes de vote. C'est pour ça que c'est intéressant de faire l'enquête sur transversale d'autres années pour voir l'évolution. Maintenant, il n'y a pas de problème de chômage pour le nombre de doctorants. 90% sont recrutés. Mais dans 2-3 ans, ce ne sera pas le cas. Donc ça serait bien de... Moi, je vous donne 5 ans. 5 ans. ça va saturer. Dans 5 ans, ça va Ça se va saturer. Oui.